L'hypergamie, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai enfilé un pull. On est dans ce moment un petit peu chiant de l'année où le matin il fait froid mais super beau et l'après-midi il fait chaud et moche. Donc aujourd'hui et cette semaine je pense qu'on va se concentrer sur l'hypergamie. C'est un sujet qu'on va traiter cette semaine parce que j'ai vu pas mal de fois ce mot revenir dans mes commentaires. Alors parmi tous les mots qui reviennent il y a hypergamie, MGTOW et tout, et moi j'aime bien définir les trucs. Je pense qu'il est très important effectivement d'avoir de bonnes définitions lorsque l'on veut traiter d'un sujet. Et en fait, je suis allée chercher la définition d'hypergamie parce que du coup j'ai reçu donc quelques commentaires, justement les mots hypergamie qui sont facilement revenus. Et puis par ailleurs on m'a fait comprendre, on m'a dit que je prônais à travers mon travail l'hypergamie. Alors, on va d'abord définir l'hypergamie et ensuite on va expliquer en quoi est-ce que l'hypergamie s'inscrit ou pas dans ce que moi j'enseigne. Et dans un deuxième temps, qui je pense sera plutôt l'objet d'une deuxième vidéo, je donnerai mon avis sur l'hypergamie. Alors, hypergamie, définition. Non, voilà, hop, il était déjà dans mon historique. Hypergamie. Alors, que dit Wikipédia? L'hypergamie, du grec au-dessus, et qui veut dire mariage, et pour un individu, le fait d'avoir un conjoint dont le niveau social est plus élevé ou plus généralement dans une société, le fait de préférer des alliances avec un conjoint de statut plus élevé. Sous-entendu, il me semble, statut social. On parle d'hypergamie féminine lorsque le statut de la femme est inférieur à celle du mari et d'hypergamie masculine dans le cas inverse. Donc là, on est dans la définition directe, classique, littérale, bien évidemment après. Il y a des explications diverses dans Wikipédia, notamment en ce qui concerne l'hypergamie dans les sociétés occidentales, l'hypergamie dans le reste du monde, etc. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, messieurs. Si vous prenez l'hypergamie au sens littéral, vraiment l'hypergamie telle qu'il est décrite dans la définition directe, il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le mariage pendant des années, petit historique de l'hypergamie, le mariage pendant des années a été le seul moyen pour une femme de grimper l'échelle sociale. Il y a, on va dire, plusieurs générations de cela, j'ai pas la frise exacte, mais il y a des générations et des générations que je pense nous n'avons pas connues, de gens que nous n'avons pas connus, et donc je parle bien au-delà de nos grands-parents, la femme était considérée comme une ressource, d'accord? Donc la femme était considérée comme un outil qui pouvait être utile pour le mariage. La plupart du temps, donc, les femmes étaient considérées comme un outil pour pouvoir créer des alliances avec d'autres familles, d'autres clans, d'autres... Bref, on s'est compris, on mariait les enfants pour d'autres intérêts que l'amour, d'accord? Je vous parle d'un temps que les moins de 280 ans ne peuvent pas connaître. Ensuite, le mariage a été de moins en moins une affaire familiale, mais dans tous les cas, la femme n'avait toujours pas accès à un emploi et ne pouvait toujours pas créer sa propre richesse et ses propres ressources. Et par conséquent, une femme qui avait envie d'accéder à un certain confort financier, ou en tout cas une certaine sécurité pour le coup, n'avait pas d'autre choix que de sélectionner le mari potentiel le plus intéressant et celui qui pouvait la mettre le plus en sécurité. Alors, à noter quelque chose qui est super important. Dans les époques que j'évoque ici, le fait de choisir un époux confortable financièrement était véritablement une affaire de sécurité, beaucoup plus qu'une affaire de confort. Et je fais bien la distinction entre le confort financier et la sécurité financière. Qu'est-ce que le confort financier? Qu'est-ce que la sécurité financière? Alors, la sécurité financière, c'est tout simplement l'absence de précarité financière. Maintenant, le confort financier, qu'est-ce que c'est? Je qualifierais le confort financier la perspective de pouvoir subvenir à ses caprices, à ses désirs assez rapidement. Pour moi, on est dans le confort financier quand nous n'avons pas à nous poser la question de savoir si un de nos désirs peut être assouvi financièrement ou pas. Quelqu'un peut se sentir très confortable sur le plan financier parce qu'il est très minimal, avec assez peu d'argent, parce qu'il est très minimaliste et que par conséquent, il n'a pas de grands désirs qui nécessitent en fait de l'argent. Et quelqu'un peut se sentir très à l'étroit avec 5 000 € par mois parce qu'il est habitué à un train de vie, il est habitué à des désirs qui sont
très grand et qui nécessite de mobiliser une assez forte somme d'argent. Cette énorme parenthèse pour dire qu'il y a quelques générations de cela, une femme n'avait pas le droit d'avoir accès à un compte bancaire, elle n'avait pas non plus le droit de travailler et par conséquent sa sécurité financière dépendait seule de son mari. Et si elle voulait avoir accès à la sécurité financière, il lui était nécessaire de choisir un mari qui pouvait lui apporter cette sécurité financière. Maintenant, notre génération et la génération précédente, nous sommes des générations où une femme a la capacité de créer sa propre richesse. Et elle est aujourd'hui en mesure de se mettre en sécurité toute seule. Ce qui fait aussi que maintenant, elle a la possibilité de se créer son propre statut social, son propre statut socio-économique. Elle est en mesure aujourd'hui, par ses propres moyens, à travers les études, entre autres, à travers le travail, à travers la mise en avant de ses compétences et sa carrière et sa manière de se positionner dans le monde du travail, elle a la capacité aujourd'hui d'avoir un statut qui lui appartient et donc elle a la possibilité de se positionner elle-même toute seule en tant qu'individu sur le plan socio-économique. Maintenant, et c'est un fait également, sur le plan statistique, les postes à plus haute responsabilité et ceux qui nous permettent un plus grand confort financier sont dans la grande majeure partie occupés par des hommes. Alors, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le débat de qui de l'œuf ou de la poule, est-ce que c'est parce que les femmes ne se font pas assez valoir sur le milieu du travail ou est-ce que le milieu du travail n'est pas propice à une carrière pour les femmes? Là, maintenant, tout de suite, je ne vais pas répondre à cette question, je vais laisser plutôt ça à certains sociologues et je vais sans doute mettre mon nez dedans pour essayer d'avoir une réponse claire à cette question. Mais en l'état, là, maintenant, tout de suite, je vais pas statuer dessus. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je connais de plus en plus de femmes qui montent leurs entreprises et qui, aujourd'hui, prennent leur place sur le plan professionnel. Maintenant, est-ce que les femmes et la majeure partie des femmes ont une tendance à l'hypergamie? Je répondrai à cette question avec beaucoup de nuance. L'hypergamie féminine existe-t-elle maintenant? Je vous poserai une question qui est: qu'est-ce qu'un statut social? Est-ce que le facteur économique est le seul facteur à inclure dans un statut social? Dans les pays occidentaux et particulièrement en France, le bagage culturel et le bagage éducationnel est une immense partie de ton statut socio-économique. J'ai tendance à penser, et pas exclusivement en France, mais c'est un phénomène que je pense avoir vu en France, j'ai quand même bien la sensation qu'il y a d'une part une élite économique, effectivement, mais également une élite culturelle. Et là encore, selon donc cette élite culturelle, toutes les cultures ne se valent pas. Et tu as beau gagner beaucoup d'argent, si tu ne disposes pas d'un bagage culturel qui est approuvé par cette élite culturelle autoproclamée, tu n'as malgré tout pas forcément ta place parmi justement les couches supérieures de la société. C'est en tout cas mon avis. Je pense que là encore, je suis un bébé. C'est ce que j'ai observé moi-même en ayant évolué dans plusieurs sphères socio-économiques, socio-professionnelles, socio-culturelles, appelez ça comme vous voulez, puisque j'ai grandi dans un quartier sensible de banlieue et puis j'ai fait mes études à Versailles et je me suis moi-même installée ensuite à Saint-Germain-en-Laye pour ensuite traverser le périphérique et m'installer au cœur de Paris. J'ai eu l'opportunité donc d'observer plusieurs sphères, plusieurs communautés, plusieurs strates socio-économiques ou socio-professionnelles ou socio-culturelles et c'est un petit peu mon ressenti empirique en tant que jeune femme qui a pu observer comme ça toutes ces choses-là. Maintenant, si vous prenez l'hypergamie sur le plan exclusivement économique, si vous avez l'impression que le statut social aujourd'hui a pour seul facteur vos revenus et votre position économique, est-ce que les femmes tendent vers l'hypergamie? C'est un phénomène qui peut s'observer effectivement. Beaucoup de femmes peuvent effectivement rechercher l'hypergamie et rechercher effectivement à s'élever sur le plan économique à travers leur homme. J'aurais aimé dire que c'est pas vrai. J'ai tendance également à dire qu'il n'y a pas un genre pour attraper l'autre ou les autres. Et effectivement, c'est un des torts que j'ai déjà vu chez plusieurs femmes et pour le coup, malheureusement, je l'ai déjà observé moi-même en tant qu'individu en ayant interviewé des femmes et en ayant investigué auprès de femmes. Maintenant, est-ce que je pense que c'est un bon calcul? Non, voilà, je vous le dis, ce n'est pas pour moi un bon calcul d'être hypergame quand on est une femme ou en tout cas de faire reposer ses ambitions économiques ou son besoin de confort ou de sécurité économique sur son seul mari et certainement pas aujourd'hui avec les possibilités dont les femmes disposent. Je vous ai donné en tout cas ma définition de l'hypergamie et la manière dont je le percevais. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo de demain durant laquelle je vais vous donner directement mon avis sur
l'hypergamie. Entre temps, je vous embrasse. Si vous voulez en parler plus longuement, ça se passe dans les commentaires. Autrement, abonnez-vous et sentez-vous libre d'activer la petite cloche. Je poste en ce moment des vidéos tous les jours. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.